Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public. Je vous rappelle, avant de commencer tout à fait notre émission, que si vous vous rendez sur notre site qui est www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr, vous trouverez toutes les informations vous permettant de souscrire un abonnement qui est évidemment la seule garantie pour nous de pouvoir poursuivre notre activité et de pouvoir la poursuivre en toute indépendance et, comme on dit dans Racine, en dépit des méchants. Ces indications que vous trouvez sur notre site sont déjà, pour le moment, porte des fruits. Les abonnements entrent tranquillement. N'hésitez donc pas à faire tourner le lien vers ce site qui vous permet de trouver maintenant les brèves de nos invités avec leurs références et qui vous permet aussi depuis dimanche dernier d'écouter l'enregistrement de la conversation que nous avons après les émissions en public avec le public. Nous avons appelé ça le BADA, en hommage à Jean-François Revel et à Marseille, puisque à Marseille, le BADA est le nom du petit supplément de glace que tout glacier est tenu moralement de donner à celui qui lui achète un cornet. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui publie cette semaine un dossier consacré aux fake news, dans lequel Marc Roche, correspondant du Monde à Londres, raconte l'odyssée de l'autobus britannique du mensonge, l'autobus des Brexiters, qui promena la promesse de 350 millions de livres par semaine en plus en faveur du service national de santé, dont on sait dans quel état il est aujourd'hui, grâce à la fin de la contribution britannique aux caisses de l'Union européenne. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser aux questions tournant autour de l'armée et de la défense. Le 19 janvier, en présentant ses vœux aux armées, le président de la République a souligné la priorité qui sera accordée à la défense au cours de son quinquennat, dans un contexte de menace accrue, c'est une citation, et malgré la victoire militaire contre l'État islamique. Après la démission du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, démission liée à des coupes budgétaires, le chef des armées a dévoilé les grands axes de financement de la loi de programmation, dont l'objectif principal est de maintenir la capacité d'intervention de la France à son meilleur niveau. Emmanuel Macron compte ainsi porter à 2% du PIB le budget de la défense d'ici à 2025. Cela représenterait un passage de 34,2 milliards d'euros en 2018 à 50 milliards en 2025. En contrepartie, le président a réclamé aux armées la plus grande exigence collective, annonçant dans le même temps que chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle. Après 10 ans de coupes budgétaires variées, commencées avec la suppression de 54 000 postes sous Nicolas Sarkozy, puis par 35 milliards d'euros d'économies prévues sous François Hollande, Emmanuel Macron entend, je cite, « arrêter la lente érosion des capacités militaires du pays afin de sauver ce que les responsables militaires nomment la cohérence du modèle d'armée français ». Avec ses casernes délabrées, ses équipements lacunaires, ses entraînements en deçà des normes de l'OTAN, la France se trouve de surcroît engagée dans de multiples théâtres d'opérations, notamment en Côte d'Ivoire, en Irak, en Syrie, en République démocratique du Congo et au Mali. Le livre blanc sur la défense de 2008, censé fixer les orientations stratégiques militaires jusqu'en 2020, identifiait déjà un contexte international trouble, marqué par le réarmement du monde hors Europe et l'augmentation des menaces, là où en moyenne chaque pays européen tend à abaisser son budget de la défense. Le président de la République a annoncé le lancement de grands chantiers de modernisation, notamment celui de la dissuasion nucléaire, qualifié de clé de voûte de la stratégie de défense nationale, l'augmentation significative des capacités de renseignement, la rénovation de l'opération Sentinelle ainsi que la relance de l'Europe de la défense et la formation d'un G5 Sahel font aussi partie des projets présidentiels. S'agissant des opérations extérieures cofinancées jusqu'alors par la solidarité ministérielle, elles verront leur dotation annuelle
porté de 450 millions d'euros à 1,1 milliard en 2020. Enfin, pour lutter contre un taux d'indisponibilité des avions et des hélicoptères en quasi constante progression depuis 6 ans, Emmanuel Macron n'a pas hésité à s'adresser directement aux industriels de l'armement français, martelant, je cite, « l'exigence que j'ai vis-à-vis de nos armées, j'aurai la même vis-à-vis de nos industries ». Sur cette question, Béatrice Gibelin. Incontestablement, on a un président de la République qui veut marquer sa présence dans le champ de l'armée. Il n'a pas remonté les Champs-Élysées le jour de son investiture dans un véhicule militaire par hasard. Bon. Alors, ce qui a fait énormément de bruit, c'est effectivement la démission de Pierre de Villiers, en plus au 14 juillet, et avec cette déclaration de ce jeune président, je suis votre chef, circulez, il n'y a plus rien à voir, c'est moi qui décide. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron donne l'impression, et c'est sans doute profond chez lui, de la France est de retour. Francis Bach, pas seulement dans le champ de l'économie, mais la France fait partie des puissances qui comptent. Il est vrai que le départ des Anglais de l'Europe fait que la France sera la seule, parce que c'est pas encore fait, mais armée européenne conséquente, globale, pouvant intervenir à l'extérieur, c'est incontestable. Et que si le président veut que la France retrouve un rôle et qu'elle compte de nouveau, et qu'elle justifie vraiment sa place au Conseil de sécurité, ça ne peut pas se faire sans une armée efficace, solide. Donc, je pense que c'est un des objectifs vraiment importants de son quinquennat. Et que la réaction, on va dire, assez violente qu'a pu avoir le Pierre de Villiers était une annonce d'une baisse de crédit, alors que d'un autre côté, on annonçait qu'on voulait redonner ce rôle à la France. Ça a été plus une affaire comptable que véritablement des coupures, et que on va, je crois, très clairement retourner vers une véritable augmentation des budgets militaires. Si la croissance économique peut nous y aider, ce sera pas plus mal. Parce que obtenir 2% du PIB, c'est quoi ? C'est une recommandation de l'OTAN. Il faut qu'on consacre 2% du PIB pour l'armée. Il faut rappeler quand même qu'au début des années 80, on était à 3%. Donc, on a quand même considérablement baissé. Avec un contexte qui peut expliquer pourquoi on a baissé. C'était Fabius qui avait dit il faut qu'on touche les dividendes de la paix et on peut baisser à ce moment-là les crédits militaires. On est effectivement après la chute du mur de Berlin et on pense que la paix est définitive. En Europe, beaucoup de des membres de l'UE sont persuadés qu'ils ne seront plus jamais confrontés à la guerre. Et donc, ils sont dans des logiques, effectivement, l'OTAN nous suffit, et moins on en mettra d'argent, mieux ça ira. Je pense que dans le cas de la France, c'est pas du tout la position qu'on peut avoir, et que l'impression que des menaces remonte, ne serait-ce que par l'augmentation du budget militaire de la Russie. Non pas que je pense que la Russie, de mon point de vue, soit véritablement une menace et qu'on retrouve une situation de guerre froide sur le terrain européen. Franchement, je ne pense pas ça. Mais néanmoins, on se trouve avec des situations de tension. Bon, il y a le terrorisme, il y a ce qui se passe au Sahel. On n'est pas au Sahel par hasard. Et quand on voit qu'on a 4000 hommes au Sahel, si je ne me trompe pas, sur un territoire qui est grand comme l'Europe, pour le contrôler, il est évident que ça semble un peu juste. Bon, donc on est confronté effectivement à une nécessité d'avoir une armée efficace, opérationnelle, avec des capacités de projection à l'extérieur, ce qui, à mon sens, n'enlève pas du tout les questions qu'on doit se poser. Quel rôle véritablement on veut l'avoir joué ? Est-ce que c'est quoi le droit d'ingérence ? Quand est-ce qu'on décide d'intervenir ? Qu'est-ce que c'est au fond, les situations, est-on dans des situations de guerre classiques répondant au droit international ? C'est pas le cas, parce qu'on n'est pas dans des guerres entre États. On est en fait dans des interventions où on affronte des groupes qui sont, rebelles, terroristes, vis-à-vis desquels les choses ne sont pas évidentes. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers ? Comment on se comporte ? Il y a des questions très importantes qui se posent et qui ne sont pas des questions, de mon point de vue, secondaires. Mais assurément,
ce quinquennat sera, je crois, véritablement un retour vers des financements, une prise en compte, un respect aussi des militaires et de leur nécessité pour le rôle de la France. Marc-Olivier Padis. Puisque Béatrice a abordé le sujet, je voudrais revenir aussi d'un mot sur la démission de Pierre de Villiers, parce que ça avait marqué le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Je pense que Pierre de Villiers avait mal calibré sa prise de parole. C'était en un sens normal qu'il veuille protester contre une baisse de budget qui contredisait les promesses du candidat, mais il l'a fait dans un calendrier avec un vocabulaire un peu militaire qui avait choqué le président, qui, par ailleurs, venant d'arriver, devait marquer son autorité. Et c'est justement le devoir du président de rappeler son autorité, d'autant plus qu'on se rend compte dans la manière dont Emmanuel Macron conduit son quinquennat qu'il a été très marqué par l'attitude de François Hollande qui, lui, a laissé bafouer son autorité, je ne dis pas par les militaires, mais par d'autres ministres, par les socialistes eux-mêmes. Par Léonard Barrot. J'allais le dire par Léonard. Aussi. Ce qui lui a coûté en termes de statut, de crédibilité, finalement a rendu impossible sa nouvelle candidature. Donc Emmanuel Macron a voulu échapper à ce piège dans lequel François Hollande s'est enfermé lui-même. Le deuxième point, c'est sur les priorités. Donc le discours d'Emmanuel Macron, les vœux à l'armée font référence à la revue stratégique qui est un exercice qui permet de faire le point sur la situation des menaces, des risques internationaux et des capacités de réponse de la France. Et comme l'a dit Béatrice, la caractéristique de la menace aujourd'hui, plus insaisissable, plus fragmentée, impose une réflexion de fond sur la réponse militaire. Et de ce point de vue-là, les priorités qui sont sélectionnées ne sont pas très claires, me semble-t-il. C'est-à-dire, autant je vois bien pourquoi il faut renforcer le renseignement militaire. Par exemple, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de stratégique. Avec le terrorisme en particulier, on est confronté à un type de menace qui suppose d'anticiper et de mener des actions de renseignement. En revanche, maintenir l'opération Sentinelle, qui coûte très cher, qui épuise nos forces de l'armée de terre, ne sert absolument à rien. C'est-à-dire, ça donne l'impression aux Français, d'ailleurs, qui ont confondu l'état d'urgence et Sentinelle, ils croient que c'est à peu près la même chose. Ça donne le sentiment que l'armée est présente, que nous sommes protégés, alors qu'en fait, à la fois les matériels et la formation des militaires n'est pas du tout adaptée à une intervention en cas d'action terroriste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu au moment notamment des attaques du Bataclan, c'est que Sentinelle n'a servi à rien. Et donc, en revanche, à Orly, elle a servi. D'accord, mais c'est sur des lieux spécifiques. Heureusement qu'ils étaient là quand même. Alors, toujours être inutile. Pour finir, je voudrais dire un mot... Pas de confession personnelle. Sur l'annonce qu'a fait le président de la République de rétablissement de journées de service militaire pour tout le monde. 1 mois pour les garçons et les filles dans les 3 ans qui suivent la majorité. Il a l'air d'y tenir beaucoup. Il s'y était engagé pendant la campagne. La suppression du service militaire par Jacques Chirac en 1997 n'avait donné lieu pratiquement à aucun débat. C'était tout à fait surprenant. D'ailleurs, ça montrait que ce rituel, cette institution était un peu en déshérence parce que sa disparition est vraiment parue complètement naturelle, a suscité peu de protestations. Ici, il faut imaginer quelque chose de complètement différent puisque ce serait pour 1 mois. Et donc, et puis depuis 97, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc même tout un savoir-faire de l'accompagnement des jeunes a certainement disparu. Il y a quand même 600 000 à 700 000 jeunes par génération à encadrer. Et il ne faudrait pas que ce service militaire d'1 mois vienne mordre ou limiter le développement d'une autre initiative qui me semble quand même très bienvenue, qui est le service civique,
qui concerne bientôt près de 200 000 jeunes par an et qui permet à des jeunes entre 16 et 25 ans de s'engager entre 6 et 12 mois auprès d'une association, d'une collectivité territoriale ou d'un service de l'État et qui montre qu'il y a un désir d'engagement de ces jeunes. Et c'est un dispositif qui marche très bien, qui monte en puissance et ce serait dommage d'interrompre ce mouvement. François Bujon de l'Étang. Je rejoins tout à fait Béatrice pour dire que nous avons un nouveau président de la République qui prend très au sérieux les problèmes de défense, qui y a réfléchi, qui veut imprimer sa marque et qui a des intentions que pour ma part je qualifie de tout à fait louables dans ce domaine. Je ne reviens pas sur l'épisode malheureux avec le général de Villiers dont il eût été bon de pouvoir faire l'économie et je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais je dirais simplement que Monsieur Macron, président de la République, qui souhaite que la France joue un rôle international important, qu'elle soit très présente sur la scène globale, comprend très bien qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et nos armées ne les ont pas. La problématique est très simple aujourd'hui. Les armées ont des missions qui sont multipliées, difficiles, très diversifiées, des opérations extérieures, des opérations intérieures avec Sentinelle et la défense contre le terrorisme, et des moyens qui sont complètement inadéquats et qui n'ont pas du tout suivi cette augmentation des missions. Donc la problématique, elle est très simple. Il faut une adéquation des moyens aux missions. Et pour ça, il faut un rattrapage, parce que vous avez raison, Béatrice, nous étions effectivement, il n'y a pas si longtemps, à 2% du PIB pour les dépenses de défense. Nous avons laissé s'éroder ce pourcentage au fil des années. Tout le monde est à blâmer d'ailleurs dans ce domaine. Les 2 quinquennats précédents ont été négatifs. Monsieur Sarkozy a supprimé 24 000, si je me souviens bien, emplois budgétaires. Monsieur Hollande a baissé pendant son quinquennat de 34 milliards le budget de la défense. Donc c'est quand même beaucoup tout ça. Mais dans le cas de monsieur Macron, on voit assez bien. Les intentions sont claires. Il les a énoncées pendant sa campagne. Il veut revenir à 2% du PIB sur une période d'années. Et il veut augmenter le budget de la défense. Alors, il a spécifié dans ses vœux aux armées à Toulon le 19, je crois, janvier, ce que sera le contenu de la loi programme défense. On va augmenter déjà dès 2018 de 1,8 milliard le budget de la défense pour le porter à 34 milliards. On va essayer de maintenir une progression de l'ordre de 1,7 milliard d'euros supplémentaires par an pour le budget de la défense jusqu'en 2022. Et là, on passera à 3 milliards par an parce que on va aborder la phase de la modernisation nécessaire de l'outil de dissuasion qui est très, très coûteuse. Et on devrait revenir à 2% du PIB à partir de 2025. Alors, ça paraît une ambition raisonnable, sauf qu'elle va être très, très difficile à mettre en œuvre, bien entendu, parce que ce sont des arbitrages budgétaires qui vont se faire à budget constant, si j'ose dire, au détriment d'autres enveloppes budgétaires. Donc, les intentions sont claires, mais les problèmes vont être multiples. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il faut d'abord bien rétablir la confiance entre le président de la République et les armées, qui a été érodée, en effet, par l'affaire de la démission du général de Villiers. Ce sera le budget et ce sera effectivement l'exécution des bonnes intentions budgétaires qui permettra de rétablir cette confiance. À cet égard, il n'est pas du tout neutre d'observer que M. Macron a nommé comme ministre des Armées une dame, Mme Florence Parly, qui est une budgétaire et qui est une budgétaire éprouvée. C'est une très bonne budgétaire qui, dans ses premiers pas aux armées, semble inspirer effectivement la confiance aux chefs militaires. Donc il faudra tenir le cap de l'équation budgétaire. C'est la condition de tout, de la modernisation, de la commande de nouveaux équipements, de la disponibilité des matériels, de l'amélioration des conditions de vie, d'une attention portée aux familles des militaires, tout sujet qui était en friche ces dernières années. Ensuite, il faudra bien faire attention à ce qu'on appelle les OPEX, les opérations
pressions extérieures qui sont multiples et peut-être trop nombreuses parce que il faut les stabiliser et il faut canaliser un petit peu l'inflation. On ne peut pas intervenir sur tous les théâtres dès qu'il y a un bain de sang qui menace quelque part, comme nous l'avons fait par exemple en République centrafricaine avec des résultats qui sont, me semble-t-il, assez discutables. Il faut éviter l'hubris qui s'est emparé parfois de la République. Par exemple, je pense à M. Bernard-Henri Lévy annonçant sur le perron de l'Élysée les cibles des frappes qui allaient être entreprises contre la Libye. C'est ce que j'appelle de l'hubris. Nous en payons aujourd'hui le prix. Et il faudra éviter non seulement l'inflation des OPEX, mais également le enlisement. Parce qu'on sait toujours, quand une opération commence, on ne sait jamais quand elle se termine. Ensuite, il faudra trancher assez vite sur le maintien ou l'abolition ou l'abandon de sentinelles. Et puis après ça, il va falloir se pencher sur l'échéance très difficile de la modernisation de l'outil de dissuasion. Et là, il y a des décisions très importantes à prendre. D'abord, il faudra l'expliquer, il faudra bien communiquer. Et ensuite, il faudra se poser un certain nombre de questions. Faut-il, par exemple, maintenir 2 composantes? Faut-il renoncer à la composante aérienne? Comment peut-on continuer à nourrir les forces conventionnelles tout en modernisant les forces stratégiques? Ce sont des sujets importants et difficiles. Et puis, il y a les problèmes européens dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure parce que la dimension européenne est importante dans le domaine de la défense. Jean-Louis Bourlange. Oui, si on reprend la politique de défense depuis le début de la Ve République, on voit qu'elle a été jalonnée par un certain nombre d'initiatives qui sont certaines toujours d'actualité, d'autres moins. Là, prenons, énumérons-les. D'abord, le premier, c'était, quand De Gaulle est arrivé, le rétablissement de l'obéissance dans les armées. On dit que Macron a été brutal avec le chef d'état-major, monsieur le général de Villiers. Il est clair que De Gaulle a été infiniment plus brutal avec ses anciens camarades. J'avais eu une polémique, je ne sais pas si vous vous rappelez, Philippe, avec Max Gallo, en disant qu'il y avait une dimension antimilitariste chez De Gaulle qui était manifeste depuis son premier livre, La discorde chez l'ennemi. Ça avait mis Max dans un état de stupéfaction et de fureur considérable. Je crois qu'on n'avait pas la même définition du militarisme. Moi, je parlais de militarisme comme intervention des militaires dans les choses sur la chose politique, et non pas évidemment de référence à l'armée. Mais dès la discorde chez l'ennemi, le général de Gaulle dit si les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, c'est parce que les militaires ont pris la place des politiques. Bon. Donc là, on voit bien que Macron a pris ses marques et que, au bout du compte, cette affaire Pierre de Villiers est une tempête dans un verre d'eau. Le deuxième choix, ça a été le choix nucléaire. Alors maintenant, on voit bien que le choix nucléaire, il faut absolument, alors c'était la théorie du général Gallois, le pouvoir égalisateur de l'atome, et maintenant, beaucoup de voix, ça n'a jamais plu aux militaires, parce que ça n'est pas créateur d'emplois, ça n'est pas créateur de manœuvres, ça consiste à attendre qu'une guerre nucléaire se produise, avec l'idée qu'il faut surtout pas qu'elle se produise. Donc, c'est quand même, ça entretient la passivité, l'oisiveté, donc la morosité et l'ennui. C'est le principe même de la dissuasion, qu'elle ne se produise pas. Oui, absolument. Oui, enfin, ça fait en effet le désert des Tartares. Oui, l'objectif est de transformer effectivement les militaires en tenants de la garnison des déserts du Tartare. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour la remise en cause du nucléaire en disant que maintenant, je crois que c'est une erreur. Parce que, à l'époque de la guerre froide, de l'affrontement des grands, il était très essentiel d'avoir quelque chose qui montrait aux Russes qu'il n'y avait pas simplement la capacité de frappe américaine qu'il fallait prendre en compte, et même si nous avions des moyens très limités, ça compliquait les calculs de nos adversaires potentiels que de traiter cette affaire-là. Mais je crois que maintenant, dans ces temps de relative prolifération, il peut y avoir la tentation chez un certain nombre de nations d'utiliser de façon intempestive le feu nucléaire en se disant en face on n'a rien, ils n'ont pas le feu nucléaire, et je crois donc que l'exigence de maintien d'une force de dissuasion, moins vis-à-vis des grandes puissances que vis-à-vis de puissances moyennes un peu follingues qui pourraient s'équiper au Moyen-Orient par exemple, qui pourraient s'équiper de forces nucléaires est nécessaire. Donc là, ça limite évidemment Alors, la troisième chose, ça a été la reconstitution d'une armée conventionnelle. Quand De Gaulle a quitté le pouvoir, l'armée française était une armée de locteux.
Helmut Schmidt était allé voir Giscard et lui avait dit « ça ne peut pas durer comme ça. Je veux bien que l'armée française reste en Allemagne, je trouve qu'elle joue un rôle utile, mais vous n'imaginez pas l'image détestable de votre pays en Allemagne quand on voit ces gens qui n'ont pas de matériel, pas de vêtements, etc. » Et Giscard, ça a été la seconde grande politique de défense de la Ve République, a remis le paquet sur l'armement conventionnel. Et là, effectivement, on en est là et il faut continuer, recommencer, puisque nous avons, et ça a été le troisième moment, on a voulu toucher les dividendes de la paix, et donc on a remis en cause tout cela. Bon, et là, on voit bien que, comme l'a dit à l'instant François, il faut absolument mettre de l'argent dans cette affaire, surtout si on garde le nucléaire. On est donc absolument obligé d'arriver aux 2%, ce qui pose un problème d'équilibre des dépenses publiques dans ce pays. La quatrième ou la troisième, je ne sais plus, priorité, ça a été celle qui a été définie par Chirac. C'est 3 grands moments, hein. De Gaulle, le feu nucléaire, Giscard, le rétablissement d'une armée conventionnelle, et Chirac, l'adaptation par la suppression de la conscription universelle. Alors là, c'est quelque chose qui s'était, à l'époque, qui avait suscité beaucoup d'agacement chez un certain nombre, chez les amis allemands. Et est-ce qu'on a eu raison ? Et on voit bien qu'on a, en tout cas, c'est la nostalgie du service national. Moi, personnellement, et les armées étaient très pour, parce qu'elles n'arrivaient plus très bien à contrôler les classes d'âge qu'on leur mettait. Il y avait des problèmes de banlieue, etc. Bon, donc ils étaient et surtout, ils n'avaient pas du tout l'usage de cette main-d'œuvre, parce que la conscription fournit une main-d'œuvre surabondante pour un temps très limité, alors qu'on a besoin d'un personnel relativement restreint en quantité, mais qui soit très bien formé, et pour rentabiliser cette formation, il suffit d'aller même un peu au-delà de ce qu'on appelait les classes naguère, il faut des formations technologiques, tout un ensemble de choses. On va pas former ces gens pour les utiliser 3 mois ou 6 mois. Donc l'exigence opérationnelle, on est sorti de la loi Jourdan, on est sorti de Lazare Carnot, du directoire, de l'idée qu'il fallait opposer aux ennemis de la France des masses énormes, mal formées et vouées à l'Holocauste et constamment renouvelées. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé dès 18 d'ailleurs en réalité, dès 1918, parce que la Seconde Guerre mondiale a montré que c'était autrement qu'on procédait. Bon, et donc là il y a une tension très forte, mais la nostalgie est puissante. Et ce qui me gêne moi profondément dans les discussions actuelles sur le service national, c'est la part de nostalgie. Moi, j'ai connu le service militaire, donc mon petit gars, faudrait que tu le connaisses aussi. Là, à l'époque, on se disait, les adjudants, ils vous disaient, faut y aller, etc. On apprenait les valeurs, on apprenait les choses, on faisait du brassage. Je crois qu'il faut bien distinguer, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marc-Olivier, il y a le service civique, il y a des choses, là, on peut faire quelque chose de très important, mais c'est tourné vers tout à fait autre chose que les problèmes militaires, et il y a les problèmes, les besoins des forces armées qui n'appellent pas un rétablissement du service militaire. Alors enfin, tout ça, on voit bien, ça remet en cause les efforts budgétaires, ça maintient le nucléaire, ça nous oblige à faire un effort important en matière conventionnelle, ça ne nous conduit pas à réévaluer le service, à rétablir le service militaire. Et derrière tout ça, il y a l'immense changement géopolitique qui fait que, ce que je n'ai pas dit, c'est que De Gaulle était sorti de l'OTAN, Sarkozy nous a rétablis dans l'OTAN, et maintenant, l'OTAN est une denrée, est une institution extraordinairement incertaine dans ses missions, incertaine dans sa fiabilité, dominée, dont la capacité de réaction paraît indexée sur les tweets du président des États-Unis, et donc on est le cœur de notre défense est menacé. Et deuxièmement, on est entouré au plan européen d'un grand nombre de menaces, et nous devons donc décliner autrement. Et troisièmement, nous avons le problème des Britanniques qui se détachent de l'Union européenne et qui en même temps sont des contributeurs essentiels à la défense des Européens. Donc on a 3 équations nouvelles, des menaces autour de nous,
des Américains défaillants, des Anglais qui partent. Et là, on doit reconstruire quelque chose. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Béatrice, c'est que quand même, sur le plan européen, on sent enfin un retour au sentiment militaire. On voit que les Danois sont extrêmement mobilisés sur le plan militaire. Les Suédois reconstituent le service militaire. Nous-mêmes, nous réaffirmons nos orientations. Les Allemands évoluent très sensiblement sur leur doctrine. Mais là est le vrai problème. Comment articuler nos relations avec l'Angleterre, avec nos partenaires et avec les États-Unis? C'est un chantier entièrement nouveau. Béatrice Gibelin. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on sent des frémissements, des prémices d'une prise de conscience en Europe, qu'au fond, le parapluie de l'OTAN, il n'est plus si protecteur qu'il l'a été. Et au fond, les positions de Trump, quand il est arrivé au pouvoir, même si ça n'a pas été mis à exécution, ont contribué, et c'est de mon point de vue une fort bonne chose, à ce qu'on réalise qu'au fond, une défense européenne, c'était sans doute une nécessité. Mais nous en sommes très loin. Il faut être très clair là-dessus, parce que à l'ensemble des 27, on ne partage pas exactement le même rôle que pourrait avoir une défense européenne. Le point de vue de la France sur ce que doit être une défense européenne n'est pas le point de vue des Pays-Bas, n'est pas le point de vue peut-être même de l'Espagne. Donc on est très loin de partager une vision commune du rôle d'une défense européenne et du rôle qu'elle doit jouer dans la stabilité du monde. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a en particulier aussi en Allemagne, où Angela Merkel a pris effectivement quelques déclarations tout à fait intéressantes, où on a l'impression que c'est le moment. Mais il y aura peut-être différents cercles pour constituer une défense européenne. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ce sera long. Deuxième point, oui, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question de temps. C'est très long de remettre une armée au niveau. C'est long pour former un général. C'est plus de 20 ans, 25 ans. C'est long pour former des colonels. Donc il y a un temps long qui n'est pas de l'ordre du quinquennat. Alors c'est vrai que c'est déjà difficile de monter les budgets, mais il va falloir tenir cet effort-là dans la durée. Et dans une durée qui veut dire plusieurs quinquennats. Sinon, une flotte... On se glorifie d'avoir la deuxième zone économique du monde. C'est extraordinaire, mais on n'a pas de bateau pour pouvoir aller l'assurer. Donc si on veut jouer ce rôle, ne serait-ce même que de contrôler ce qui est sous notre responsabilité directe, ça veut dire qu'il faut qu'on refasse une flotte importante. Bon, et ça coûte extrêmement cher. Quand on a le Charles de Gaulle à l'arrêt, on n'a plus de porte-avions. Donc les opérations extérieures, quand on en a besoin, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est... la notion du temps, je crois qu'elle est très, très importante à prendre en compte. Et j'ai l'impression que l'opinion publique n'acceptera, au fond, de se mettre de l'argent dans l'armée au détriment d'autres choses, parce que ce sera des choix politiques, il faudra les faire, sans doute, que s'il a le sentiment de la menace. C'est par l'inquiétude et par la menace qu'on peut peut-être comprendre pourquoi c'est très important. Qu'est-ce qui a permis, au fond, à François Hollande de réaugmenter le budget? Parce qu'il l'a réaugmenté à la fin. Ça a été l'affaire du Bataclan et ça a été les attentats de Nice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la menace sur le terrain, alors on a pu décider qu'il fallait relever les budgets. François Bujon de l'Étang. Je suis d'accord sur l'idée que le temps est un élément très important et que tout ça prend longtemps. Alors ça prend longtemps dans nos démocraties molles, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Ça prend pas beaucoup de temps chez tout le monde. Quand vous voyez la façon dont M. Poutine, par exemple, a revitalisé l'armée russe, qui était faite de traînes-patins qu'on a vu donnant des coups de pied furibards dans les roues de leurs véhicules en panne sur les routes de Géorgie, pendant la guerre de Géorgie, et qu'on les compare avec ce que quelques années plus tard, ils étaient dans les opérations de Crimée ou du Donbass, on voit qu'en quelques années, on peut ramener à niveau. Mais évidemment, c'est une démocratie, une démocrature qui n'est pas molle. C'est juste un bémol à la clé que je veux mettre. Une démocrature, oui, très bien. Non, je voulais dire simplement que je suis quand même pas pessimiste sur le fond des choses parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, effectivement, les Européens sont en train de se ressaisir. Cette idée des dividendes de la paix d'après 80
89 ou d'après l'effondrement de l'Union soviétique. Elle a fait long feu, on voit très bien que c'était une illusion complète, et aujourd'hui, plus personne n'entretient cette illusion. Alors, Béatrice, je suis d'accord, il y a des gens en Europe qui ont l'esprit de défense et d'autres qui ne l'ont pas. C'est vrai qu'il y aura toujours des Hollandais dans un coin, mais que d'un autre côté, vous aurez des Scandinaves ou des Baltes qui, eux, savent ce que c'est que de se battre et qui savent ce que c'est que de participer à des opérations extérieures. Donc, il faudra toujours nuancer. Je pense en réalité que la conjoncture est assez favorable à l'effort que veut entreprendre Emmanuel Macron. Elle l'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'opinion publique dans l'ensemble est assez fière de son armée. Vous voyez l'opération Barkhane, vous voyez le Sahel. Les Français sont fiers de leur armée. Ils la soutiennent assez largement et ils comprennent la notion de menace. Bien sûr, le Bataclan, le terrorisme interne, mais ils comprennent aussi la cybermenace, par exemple, qui est une des menaces les plus importantes qui monte à l'horizon. Ils comprennent la nécessité de mettre de l'argent dans le renseignement, dans la cyberguerre. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est assez porteur. C'est un premier élément. Le second, c'est Monsieur Trump. Monsieur Trump, il a des qualités, Monsieur Trump. Par exemple, il explique aux Européens qu'il ne les défendra plus. Formidable. On ne peut rien trouver de mieux pour essayer de stimuler un petit peu les Européens pour faire un effort de défense. Donc, Monsieur Trump, il est en réalité une espèce de prise de conscience par les Européens d'un sujet dont les Américains nous rebattent les oreilles depuis 40 ans, en réalité, qui est, vous, les Européens, you're taking a free ride, comme nous disent-ils. Vous voyagez gratuitement sur notre effort de défense parce que nous vous protégeons dans le temps. Faites un effort. Mon Dieu, quand j'étais ambassadeur aux États-Unis, combien de fois me suis-je fait vraiment redresser les bretelles au Congrès des États-Unis sur ce thème. Nous ne faisons pas l'effort nécessaire. Et encore, je suis français. Si j'étais danois ou hollandais, j'en aurais entendu 10 fois plus. La permanence de la menace terroriste, le rôle de M. Trump, le rôle de M. Poutine, tout ceci contribue à entretenir un climat qui est plutôt propice pour un président qui veut redresser l'effort de défense. Un mot simplement sur le Brexit et les conséquences du Brexit. Tout ce qui est coopération militaire avec le Royaume-Uni, c'est situé en dehors de l'Union européenne. Et tout indique que les Britanniques, Madame May vient de le confirmer à Monsieur Macron il y a quelques jours, souhaitent maintenir avec la France et avec les autres Européens, dans la mesure du possible, une relation de défense sérieuse. Et c'est évidemment le partenaire sur lequel on peut compter le plus. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que l'armée britannique est en très mauvais état et qu'elle a énormément souffert de ses interventions en Afghanistan et en Irak, où elle a été essorée dans la région de Bassora. Elle a eu des pertes tout à fait importantes. Elle est en capilotade et il leur faut, eux aussi, faire un effort considérable pour renouveler, redresser leur appareil de défense qui est fatigué. Mais je ne suis pas pessimiste sur la poursuite de la coopération avec le Royaume-Uni dans les années qui viennent. Moi non plus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur la question du service militaire, il y a quand même une ou deux choses un peu étranges. Il y a cette curieuse réinvention du service militaire des années après sa suppression, où ça, c'était un grand moment d'intégration, etc., etc. C'était dans un monde où Brel chantait l'adjudant de mes fesses, non sans raison et non sans être compris par tous ceux qui avaient approché l'abominable homme des casernes. C'était aussi à un moment où la jeunesse avait beaucoup moins voyagé et savait beaucoup moins de choses, et on voit pas du tout comment le rétablissement du même type de service militaire pourrait remplir des fonctions qui, dans beaucoup de cas, sont d'ailleurs inventées ex post, comme on dit maintenant. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que c'est pas la même chose que le service civique. Il y a un moment où un service militaire doit matérialiser le fait que les citoyens sont responsables de la défense, ce qui n'est pas exactement dans la mentalité qui court dans les lycées, dans les universités, dans les ateliers, etc. L'idée de la guerre c'est mal, ce qui est une affaire entendue depuis longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas envisagé. Je vois pas très bien ce qu'un service militaire d'un mois, sauf à ce qu'on nous dise en quoi il va consister, mais je vois pas très bien ce qu'un service militaire d'un mois peut faire pour infuser ou pour permettre à la jeunesse, garçons et filles mis ensemble, de participer, de comprendre, de réfléchir à la nécessité de contribuer à la défense de son propre pays. J'aurais tendance à dire rien.
Je pense que si on en est arrivé à 1 mois, c'est parce qu'on se rend compte que cette nostalgie, moi je pense que Jean-Louis l'a très très bien défini, cette idée d'une nostalgie complètement mythique et rêvée, qui n'a jamais été réellement dire que l'armée a été la source de toute l'intégration des générations d'enfants issus de l'immigration, c'est à mon avis une illusion, dans la mesure où aujourd'hui, parmi les engagés, il y a énormément d'enfants issus de l'immigration. Vous avez 2 lieux de recrutement en Seine-Saint-Denis. Il suffirait de faire la carte des lieux de recrutement pour comprendre où on s'installe et qui est candidat aujourd'hui. Et ça me semble quelque chose de tout à fait important. Là où ce sera très intéressant, c'est quand les sous-officiers et les officiers aussi seront issus de l'immigration, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Mais je prends le pari, on ne refera pas de service militaire, même d'1 mois. Où voulez-vous qu'on les loge ? On n'a plus de casernes, on les a vendues, ou elles sont dans un état de délabrement. On ne va pas investir là-dedans pour remettre en état alors qu'on a besoin d'argent pour faire autre chose. Il faut les encadrer. On n'a déjà pas assez de sous-officiers, voire d'officiers. On ne va pas les mettre à encadrer des jeunes pendant 1 mois. Donc moi, je prends le pari que ça ne se fera pas. Marc-Olivier Padis. Je n'ai pas la réponse pratique à ces questions, mais on voit bien que si quelque chose est rétabli, il faut que ce soit quelque chose de différent, et donc qui ne sera pas orienté, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, ce ne sera pas des gens, par exemple, opérationnels en aucune façon, mais ça peut être une occasion d'abord de présenter les forces armées, la stratégie de défense de la France, dans le fond des choses qui ne sont pas présentées dans les cursus scolaires, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toutes ces questions sur la dissuasion, les forces conventionnelles, les corps de l'armée, enfin c'est des choses qui ne sont pas connues, et donc ça peut valoir la peine de les présenter. Et un deuxième point, évidemment, l'expérience de la guerre maintenant, et fort heureusement, est très éloignée, mais je pense que pour les jeunes générations qui arrivent, l'idée du terrorisme, en revanche, elle n'est pas du tout abstraite. Il y a des jeunes qui sont morts, et donc ça, quand même, ça rappelle des choses, d'ailleurs, sur le besoin de se défendre, mais de ce point de vue-là, ça veut dire, effectivement, parler d'une autre menaces et des risques différents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois qu'historiquement, le service militaire a eu un rôle intégrateur extrêmement profond. Mais précisément parce qu'il y avait un enjeu réel auquel il répondait, qui était la protection du territoire. Ça a eu un triple rôle d'intégration. D'abord, ce qui est souvent méconnu, une intégration politique dans la défense de la patrie, la défense de la nation. Dès l'épopée impériale, c'est une façon de réconcilier des Français séparés par la Révolution française. En 14, c'est une façon de réconcilier des Français séparés par la guerre religieuse. C'est une fonction d'intégration sociale considérable. Les bourgeois avaient le sac au dos. L'une des grandes supériorités de l'armée française sur l'armée impériale allemande pendant la guerre de 14-18, ça a été la solidarité de classe. Ça a été que les bourgeois faisaient la guerre, et donc il n'y a pas eu de tension sociale aussi vive qu'en Allemagne, où en Allemagne, vraiment, les serfs, les paysans en avaient assez, en 1918, d'obéir à une classe militaire arrogante. Et enfin, ça a été une intégration régionale. C'est le creuset de la Troisième République. Mais c'est pour ça que la nostalgie est puissante, parce qu'elle s'adosse à quelque chose qui a eu lieu. Mais ça ne se réinvente pas. Vous n'allez pas, comme vous n'avez le besoin n'existe plus, vous n'allez pas reconstruire quelque chose d'équivalent. Alors ce qu'on pourrait faire, mais c'est totalement hors de toutes les épures financières, c'est effectivement dire qu'à la fin, à 18 ans, il y a un grand rite de passage d'1 an où la jeunesse française doit 1 an à l'État, sous forme militaire, civile, coopérative, et où l'État doit à la jeunesse française 1 an de bilan, de check-up, si je puis dire, en mauvais français, de check-up de toute la période de formation, avec en disant maintenant, où est-ce que vous en êtes au moment d'entrer dans le seuil de la vie? Quelle est votre formation? On va vous donner, en tout cas, on va vous apprendre à conduire, on va vous apprendre des choses, et on remplace les contrats aidés. Mais ça, c'est un volume financier démesuré et que personne ne peut envisager aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre deuxième sujet, traditionnellement consacré à la politique étrangère. Et
aujourd'hui à la situation kurde. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé le 20 janvier une opération militaire dans l'enclave d'Afrin en Syrie. Cette opération vise les forces kurdes de la région. Avec l'aide de rebelles syriens, la Turquie entend installer une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km à partir de sa frontière. Et sur ces 911 km de frontière avec la Syrie, en effet, 600 sont tenus par les Kurdes syriens de l'unité de protection du peuple, l'YPG. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 90 combattants kurdes et 30 civils auraient déjà été tués lors des dernières opérations. Dimanche, le président turc a indiqué, je cite, que ceux qui seraient tentés de manifester leur soutien aux forces kurdes paieraient un prix très élevé. C'est Washington qui avait mis le feu aux poudres en annonçant le 14 janvier la création dans le nord de la Syrie d'une force frontalière composée de 30 000 hommes issus des forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes financée par la coalition internationale pour lutter contre le groupe État islamique. Le Premier ministre turc avait alors jugé incompréhensible et inacceptable le fait qu'un pays comme l'Amérique s'associe avec une organisation terroriste pour mettre en œuvre ses plans régionaux. La communauté internationale s'est montrée partagée quant à la position à adopter avec Ankara. Donald Trump a exhorté la Turquie à limiter ses opérations militaires afin d'éviter toute action qui risquerait de provoquer un affrontement entre les forces turques et américaines. La Grande-Bretagne a pris le contre-pied en affirmant que la Turquie avait un intérêt légitime à assurer la sécurité de ses frontières. Et la Russie, alliée du régime syrien, a retiré ses troupes des villes bombardées afin d'éviter toute escalade dans la zone contrôlée par les forces kurdes. L'Allemagne a demandé une réunion d'urgence de l'OTAN. Les combattants kurdes ont profité dès 2012 de l'instabilité régionale et d'un fort soutien international pour établir une zone d'autonomie dans les territoires repris à Daesh, au nord-est de la Syrie, officialisation de la langue kurde, création d'écoles et de centres culturels, formation de forces de sécurité. Les milices kurdes ont mis en place une véritable administration inspirée des préceptes d'Abdullah Öcalan, le chef historique du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Le nationalisme kurde a manifesté dès son origine le désir de fonder un État regroupant les minorités de Turquie, de Syrie, d'Irak et d'Iran. La Turquie a d'ailleurs classé le PKK comme organisation terroriste après de nombreux attentats perpétrés à travers le pays depuis les années 80. Selon l'historien turc Hamid Bozarslan, la résurgence des mouvements kurdes est due à deux facteurs. Une diaspora puissante qui a doté les Kurdes d'un espace de souveraineté de fait et les tensions régionales qui ont élargi le champ de manœuvre des organisations kurdes en brouillant la notion de frontière rigide entre les États. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Le problème kurde est un problème qui mériterait de longs débats parce que c'est un problème chronique et en même temps nous avons pour l'instant une crise ponctuelle, une crise chaude, aiguë. Le problème chronique, on le connaît bien malheureusement, c'est que les Kurdes sont pratiquement le seul peuple du Moyen-Orient auquel on ait dénié un État. Je fais un bémol ici pour dire qu'on pourrait presque dire la même chose des Palestiniens, mais le problème est de nature différente. Le traité de Sèvres de 1920 avait reconnu la création d'un Kurdistan indépendant qui mordait sur les 4 pays dans lesquels les Kurdes sont implantés. Ils sont à peu près 15 millions en Turquie, ils sont à peu près 5 millions en Irak, 4,5 ou 5 en Iran et 2 millions en Syrie. Donc le problème est difficile. Et c'est après la guerre avec Kemal Atatürk et après le traité de Lausanne en 1923 qu'on a complètement abandonné cette idée de créer un État kurde et qu'on a laissé les Kurdes dans les 4 pays où ils habitent. C'est donc un problème chronique. Mais dans ce problème chronique, nous avons pour l'instant un problème très aigu, qui est simple. Enfin simple, non, excusez-moi, il est extraordinairement compliqué. Simple à exposer. Je ne sais plus quel est l'excellent esprit qui a dit si vous comprenez quelque chose au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué, mais il y a beaucoup de vérité, je crois, dans cette boutade. L'imbroglio syrien est tel que il met en valeur le problème kurde à travers les Kurdes de Syrie. Les Kurdes de Syrie, premièrement, ont joué un rôle extrêmement important dans la lutte contre l'État islamique. Ils ont été des alliés précieux des Américains et de la coalition internationale. Ils se sont battus bravement et avec succès. Deuxièmement, ils ont réussi, du coup,
a créé une espèce de territoire autonome kurde dans le nord de la Syrie et juste au sud de la frontière turque. Ce qui évidemment inquiète les Turcs considérablement, d'autant plus que ceux-ci considèrent que le parti PYD des Kurdes de Syrie est en réalité une métastase du PKK qu'ils combattent en Turquie. Donc, pour les Turcs, il est absolument inadmissible qu'il s'établisse ou qu'il se consolide une espèce de proto-État kurde au sud de la frontière turque. Et c'est la raison pour laquelle les Turcs ont toujours dit qu'ils voulaient établir au sud de leur frontière une zone sécurisée de regroupement. C'est pour éviter que les Kurdes ne le fassent. Or, les Kurdes ont réussi à s'étendre d'une façon telle qu'aujourd'hui, en contrôlant une poche, une enclave qui s'appelle Afrin, c'est le nom de la localité qu'il a définie, ils arrivent à consolider cette zone, et pour les Turcs, c'est absolument insupportable. Donc les Turcs interviennent. Ils interviennent. Et le fait qu'ils interviennent pose des problèmes considérables, parce que, d'une part, ils n'ont pu le faire qu'avec l'assentiment des Russes. C'est évident. Les Russes contrôlent complètement l'espace aérien dans cette région, rien ne peut se faire sans leur accord, et il est clair que les Russes ont décidé que l'alliance turque était plus importante que la protection des Kurdes, et donc ils ont donné leur accord. Mais les Américains, de leur côté, eux, qui contrôlent tout ce qui est alors à l'est de l'Euphrate, y compris le ciel, bien entendu, sont les meilleurs alliés des Kurdes de Syrie. Ils les arment, ils leur livrent des missiles anti-aériens, ils font toutes sortes de choses qui horrifient les Turcs. L'imbroglio est complet si vous vous souvenez que les Turcs sont des alliés des Américains au sein de l'OTAN et qu'ils se retrouvent aujourd'hui face à se partager des clients qui sont complètement incompatibles. Donc on est dans un imbroglio total en réalité. Le paradoxe fondamental de toute cette affaire, c'est que les Kurdes ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre l'État islamique et dans la mise en déroute des forces de Daesh. Ils ont été un protagoniste essentiel des guerres civiles en cours en Syrie, mais aussi de la guerre en Irak et de la libération de Mossoul, par exemple. De Kobané à Mossoul et à Raqqa, ils ont été partout et ils ont été parmi les plus braves. Mais la cause kurde n'a pas du tout progressé à la faveur, si j'ose dire, de ces événements. Elle n'a certainement pas progressé en Turquie, où Erdogan poursuit une lutte absolument implacable, inexpiable contre le PKK. Elle n'a pas vraiment progressé en Syrie non plus, parce que cette espèce de territoire kurde que ceux-ci s'efforcent de consolider, qu'ils appellent le Rojana, a des difficultés avec à peu près tout le monde. Avec les Russes, avec les Turcs, avec Bachar, bien entendu, avec les Américains. Et en Irak, elle est en reflux, puisque les Irakiens qui avaient réussi, les Kurdes irakiens qui avaient réussi à consolider leur territoire, à jouir d'une véritable autonomie, à avoir leur propre législation, à exploiter leurs propres ressources pétrolières, sont en plein reflux depuis que, après la prise de Mossoul, l'armée irakienne, enhardie par ce succès, a décidé de repousser en dehors de la zone de Kirkouk les Irakiens qui avaient commis par surcroît l'erreur, me semble-t-il, majeure, de faire un référendum, les Kurdes, je dis, pardon, les Kurdes qui avaient commis l'erreur majeure de faire un référendum en septembre dernier sur leur indépendance, dans lequel, bien entendu, le oui l'a emporté, mais qui a déclenché immédiatement les réactions à prévoir, d'ailleurs, de la part de Bagdad. Alors, l'histoire se répéterait-elle de Sèvres à Lausanne, d'une part, mais aussi à travers les événements aujourd'hui en Syrie et en Irak? Béatrice Gibelin. Moi, on parle toujours des Kurdes comme le peuple kurde. En fait, je pense qu'on doit garder le pluriel. Car on n'a pas une nation kurde, on n'a pas un peuple kurde, on a des peuples kurdes. C'est quand même une structure qui reste une structure tribale, très forte. On va prendre simplement le cas du Kurdistan irakien. Entre Erbil et Souleymaniye, on a en fait deux grandes familles tribales, les Bazarni d'un côté et les Jalabis de l'autre, qui sont quand même deux grandes, tribus qui s'affrontent depuis très très longtemps. Donc je crois qu'il faut faire attention dans notre façon d'en parler, en parler comme étant un ensemble homogène qui porte tous exactement le même projet. Me semble un peu une erreur. Même si la diaspora kurde, qui elle n'est plus sur place, porte ce discours et sait parfaitement le faire entendre. La situation, et vous l'avez dit, est localement extrêmement compliquée. Parce que là où on peut aussi s'interroger, puisque le déclenchement, dit-on,
de l'intervention de l'armée turque sur le canton d'Afrine, qui est quoi un canton, c'est à peu près un peu plus gros qu'un canton chez nous. Hein. C'est vraiment un tout petit territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les Américains ont-ils pu armer, et fortement armer, 30 000, parce que c'est ce qu'on dit à peu près, Kurdes syriens, sans qu'il y ait la moindre réaction des forces syriennes, qui ont les moyens de réagir, car elles sont aussi très armées par les Russes, sans que personne ne réagisse, avant même que les Turcs interviennent. Moi, c'est une question que je me pose. Bon, c'est quand même très étonnant qu'ils aient pu faire ça dans un endroit aussi surveillé et aussi stratégique. Ça, c'est un point qui me préoccupe. Deuxième point qui me semble important, c'est l'utilité de cette question-là pour Erdogan aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une situation de géopolitique interne à la Turquie qui fait que l'intervention de l'armée, si possible victorieuse sur un temps assez court, est extrêmement important pour toujours ressouder dans un nationalisme turc qui est important, avec la peur de voir une autonomie trop grande des Kurdes de Turquie, c'est-à-dire toute cette zone du sud-est de la Turquie, pouvant conduire à un affaiblissement de ce territoire qui n'est quand même que résiduel de ce que fut le Grand Empire ottoman. Et rappelez qu'Afrine, c'est le lieu de la dernière bataille en 1918 qui a été la défaite de l'Empire ottoman. Donc il y a toute une symbolique là, sur laquelle joue Erdogan, extrêmement important, qui est aujourd'hui à peu près à égalité dans les sondages en vue des élections à venir. Marc-Olivier Padis. Oui, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'on a à peine fini les combats pour réduire l'État islamique, qu'on est déjà parti dans un nouvel engrenage extraordinairement compliqué du jeu local des acteurs. Et comme l'a dit Béatrice, moi j'ai toujours été frappé par la division en fait des Kurdes, le fait que pendant cette guerre de Syrie, les Kurdes d'Irak n'ont pas toujours rendu service à leurs compatriotes entre guillemets de Syrie. Et maintenant on se trouve dans une situation, comme l'a dit François, où la Turquie, un pays membre de l'OTAN, attaque un allié local des États-Unis avec le feu vert des Russes. Donc la situation est tout de même assez complexe. Et ce qui me surprend le plus dans tout ça, c'est le silence de notre ministre des Affaires étrangères. Je veux dire par là, non pas je suis sûr qu'il travaille très bien, mais Jean-Yves Le Drian a été ministre de la Défense, aujourd'hui il est ministre des Affaires étrangères. C'est certainement une des personnes qui maîtrise le mieux toute cette problématique. Et il y a un manque d'explication et d'éclaircissement. L'opinion a besoin qu'on fasse de la pédagogie, qu'on lui explique un peu ce qui se passe. D'autant plus que la doctrine française, la diplomatie française est très active. On a des forces militaires engagées là-dedans. Et la doctrine française est flottante parce que à l'époque de François Hollande, l'idée c'était de dire Bachar el-Assad n'est pas un interlocuteur légitime. Emmanuel Macron a voulu rompre avec cette doctrine tout en disant dans ses vœux aux forces diplomatiques le peuple syrien a un ennemi, c'est Bachar el-Assad, mais en même temps il devra faire partie de la solution de l'équation. Donc, et cette solution, on ne voit pas encore comment elle pourrait se dessiner. Et enfin, il y a dans tout cet espace syrien des Français qui se sont enrôlés dans les forces armées de l'État islamique, qui sont en train de s'évaporer dans la nature, qui sont peut-être prisonniers de forces légales ou de milices. Et d'après les spécialistes des renseignements, on en a quand même 2400 qui sont sur place, qui ont été formés militairement, qui sont des gens opérationnels, et en tout, à peu près 7500 Européens. Donc, que vont-ils devenir ? Est-ce qu'ils vont revenir ? Est-ce qu'ils vont demander à revenir ? Est-ce qu'ils vont revenir clandestinement ? Il y a vraiment un besoin de prise de parole beaucoup plus large sur ce sujet. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi j'ai coutume de défendre, malgré ses imperfections, l'œuvre de Georges Clemenceau, et je crois que le traité de Versailles ou les traités accompagnants ne pouvaient pas être très différents de ce qu'ils ont été dans les rapports franco-allemands. Sur le Moyen-Orient, sur la question kurde, je trouve en revanche que les Français, pas seulement Clemenceau, parce qu'il y en a été de Sèvres à Lausanne, mais et les Franco-Britanniques, enfin les Français, ont eu une attitude qui a été très profondément irresponsable. Quelles que soient les différenciations internes
je me situe un peu dans la ligne définie par François Bujon de l'Étang au début de son intervention. J'explique parce que je ne connais pas bien. Et je comprends moins encore. Donc, je peux me permettre d'expliquer. Je pense que, quelles que soient les différenciations internes, le Kurdistan avait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, droit à former une nation, un État, au même titre que d'autres États, que la Syrie, que l'Irak. Il y avait certainement autant d'unités, sinon davantage, dans cette affaire, et on l'a refusé. Pourquoi ? Les Français, notamment Clemenceau, ont été très à la remorque des Britanniques sur ce plan-là, et je trouve que là, il y a un péché originel. Donc l'ordre qui s'est établi au lendemain de la Première Guerre mondiale, Sykes-Picot et compagnie, est un ordre qui ignore les Kurdes. Alors il se passe quelque chose de précis. Dès que l'ordre est maintenu, les Kurdes sont asservis. Dès que l'instabilité règne, que l'ordre est remis en cause, les Kurdes réapparaissent. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, où on a eu une déstabilisation en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie massive. Et donc, les Kurdes sont réapparus et ont pris leur rôle, ont joué leur rôle dans un processus de déstabilisation ou de libération, prenons le mot que l'on veut, vis-à-vis de Bachar, vis-à-vis en Irak. Ils ont joué un rôle en essayant de se tailler un royaume, dans se tailler un État. Bon. Et donc, avec les trois morceaux, si différents soient-ils. Et il est normal que quand l'ordre tente à revenir, et il revient, puisque à partir du moment où les Russes ont réintervenu dans cette affaire, on a reverrouillé le système, on a consolidé la Syrie, on a consolidé l'Irak, on a éliminé Daesh, et donc tout revient, pas tout à fait comme avant, mais tout revient. Et à ce moment-là, on tape sur les Kurdes, et les héritiers de Saladin, se font attaquer de tous côtés, par les Irakiens, par les Syriens, par les Turcs, par les Iraniens, éventuellement, tout le monde les reprend en main. Donc c'est une situation qui est tragique, parce que le retour à la stabilité, il le paye au prix fort. Mais, et c'est ça que je veux dire en conclusion, il y a quand même 3 différences par rapport à un simple retour à la normale. La première différence, ce sont les Turcs. Les Turcs qui sont, tout tourne autour de la Turquie, qui sont à la fois les alliés des Américains et des Occidentaux et les amis des Russes. Donc la situation géopolitique extraordinairement incertaine, en ce moment, les amis des Russes, extrêmement incertaine d'Erdogan, fait qu'on ne sait pas sur qui compter. François disait à l'instant qu'il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait sans avoir un aval des Russes. Donc on a quelque chose où il agresse directement des populations contrôlées, aidées par les États-Unis, avec l'aval des Russes, alors qu'il est en principe dans le camp occidental, dans le camp de l'Alliance. Donc on a une première instabilité. La seconde instabilité, c'est celle de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, dans son rapport avec la Turquie, je crois que c'est ça qui explique le silence des Européens, et notamment la grande discrétion du pouvoir français, qui a reçu quand même en grande pompe M. Erdogan, tout en disant sa réprobation sur un certain nombre de pratiques politiques du dit Erdogan. On l'a reçu en grande pompe, et nous sommes en face d'un interlocuteur qui est à la fois inassimilable, donc nous bloquons en réalité la poursuite des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et qui est en même temps irremplaçable. Moi, j'étais à Sofia à la fin de la semaine dernière, à cause de la présidence bulgare de l'Union européenne. C'est absolument impressionnant de voir à quel point les Bulgares, pour ne nommer qu'eux, sont totalement les yeux rivés sur le fait que Erdogan va lever le pouce ou baisser le pouce sur les flux de réfugiés à partir de la Turquie. Donc tout dépend des accords qui ont été passés l'année dernière. Toute la tranquillité migratoire européenne dépend de ça. Donc nous sommes extrêmement mal placés, et pour condamner et pour approuver. Et ensuite, il y a les dissensions
Il y a les dissensions internes, l'Irak, les dissensions internes, comme il a été dit, au Kurdistan, et les dissensions politiques. Le fait que les partis politiques qui portent la cause kurde sont très difficilement assimilables. Donc on a cet ensemble d'imbroglio, cet élément extrêmement compliqué, mais je crois quand même que le péché originel, nous en sommes largement responsables, c'est de ne pas avoir fait place au Kurdistan au lendemain du retrait de l'Empire ottoman. François Bujon de l'Étang. De Gaulle, les choses étant ce qu'elles sont. On ne peut pas, mon cher Jean-Louis, reconstruire l'histoire, malheureusement, non, parce que sinon on ferait les choses un peu mieux qu'elles ne sont d'ailleurs, oui. Mais juste un mot sur la situation actuelle, c'est-à-dire sur la crise d'Afrin. Tout ceci est un imbroglio sans nom, bien entendu, et tout le monde est pris dans ses contradictions. Les Américains complètement pris dans leurs contradictions. Ils n'ont aucune stratégie syrienne à proprement parler. Ils sont pris entre Daesh, leurs alliés, etc. Les Russes sont pris dans leurs propres contradictions. Ils ne se préoccupent que de sauver Bachar et d'assurer leur permanence en Syrie. Le seul qui soit logique dans cette affaire et qui poursuive très bien ça, c'est M. Erdogan. Il sait très bien ce qu'il veut. La Turquie d'Erdogan est le seul acteur vraiment cohérent dans tout ce non-sens. Il ne veut à aucun prix d'une indépendance et même pas d'une autonomie kurde, chez lui en Turquie, ni ailleurs, parce que ce serait quand même une autre facette du même mal. Le PKK et les Kurdes sont son ennemi numéro 1. Ça l'emporte de loin sur sa lutte contre Daesh et contre l'État islamique, pour lequel il a quelques faiblesses et quelques tolérances, sur sa méfiance viscérale à l'égard d'Assad, dont il n'est l'allié que par hasard à travers la Russie, et pour une époque probablement qui sera limitée dans le temps, ou sur sa fidélité à ses alliances, comme l'alliance américaine ou l'alliance OTAN. Tout ça est second par rapport à son objectif premier, qui est d'étouffer les velléités kurdes. Il ne veut pas d'un bastion kurde en Syrie sur sa frontière sud, et il reste fidèle à son idée, toujours la même, de créer lui-même une zone de sécurité de façon à pouvoir contrôler les réfugiés syriens sur son territoire, qui sont un levier, un moyen de pression formidable sur l'Union européenne. Je remercie l'heure à sonner de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai d'abord en rappelant donc que sur le site lenouvelespritpublic.fr, sans séparation, vous pouvez trouver tous les renseignements qui vous permettent de souscrire un abonnement. Et si vous l'avez déjà fait, vous pouvez y indiquer le lien vers ce site à ceux de vos amis qui seraient susceptibles de souscrire un abonnement à leur tour. Et en ce qui me concerne, il se trouve que pour Noël, j'ai reçu un fantôme. Le fantôme, c'est quelque chose qui est fabriqué par la maison de Vialet, qui est une enceinte qui se branche sur des ordinateurs ou même des smartphones et dont la qualité sonore est absolument extraordinaire sur en plus un tout petit volume. Grosso modo, je ne comprends pas grand-chose à la technique, mais c'est la puissance du numérique avec la qualité, la finesse de l'analogique. Ce fantôme, que j'ai transporté dans la maison, le nid de buse que j'occupe dans le Massif central, a été la joie de mes vacances de Noël. Il a été 2 fois la joie de mes vacances de Noël parce que j'ai découvert un site de musique, de streaming, comme on dit, qui s'appelle Qobuz. Ça s'écrit Q-O-B-U-Z, et je l'ai trouvé infiniment meilleur que tous les autres que j'avais essayés, parce que la qualité sonore, parce que la diversité de l'offre est considérable, parce qu'en plus, la plupart des enregistrements qu'on peut entendre est accompagné de livrets qui vont avec, et que donc on trouve des tas de renseignements. C'est pas simplement, on n'est pas voué à une consommation passive et un peu bêtasse. Et donc, le mariage de ces deux de cette source de musique et de ce moyen de la diffuser est pour moi la source de volupté considérable, et ça n'est pas donné, ni dans un cas ni dans l'autre, mais enfin, le jour où on décide de casser sa tirelire, soit pour soi-même, soit pour faire un cadeau, puisque c'est ce dont j'ai bénéficié, c'est vraiment, on en est absolument récompensé. Béatrice Gibelin. Bien, moi, c'est un petit livre qui est sorti aux éditions La Découverte, qui est écrit par Bruno Latour. Bruno Latour est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup on va dire, pas seulement du réchauffement climatique, de la question écologique. Je dirais que c'est quelqu'un qui est un peu, au fond, un philosophe avec une sensibilité très très forte et très ancienne sur ces questions-là. Et ça s'appelle « Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ?» Et son hypothèse est de dire, en fait, il y a un lien entre la dérégulation qu'on connaît depuis les années 90 et qui va s'accélérant, entre
l'augmentation des inégalités et l'importance de ces inégalités qui se creusent avec les risques que ça peut faire poser. Un troisième élément qui est la montée des populismes, où au fond on essaye de se protéger en revenant sur un petit chez-soi face à une dérégulation du monde, et que tout ceci est lié justement à ce qu'il appelle à ce nouveau climat, et pas seulement au sens de climat géographique du terme, c'est un climat au sens beaucoup plus large, un environnement plus large dans lequel évoluent désormais les sociétés. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la réflexion de Bruno Latour, mais je pense quand même que c'est un ouvrage qui peut permettre de réfléchir et de faire débat sur des questions essentielles. Marc-Olivier Padis. J'ai lu cette semaine avec beaucoup d'intérêt le livre de deux journalistes du Monde, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui s'appelle La Communauté. En fait, c'est une longue enquête sur la ville de Trappes et même une histoire, une monographie, parce qu'elle remonte aux années 70-80. Et c'est à travers la description de Trappes, en fait, c'est un récit de la France qu'on a du mal à décrire, qu'elles parviennent à faire. Alors, il y a des éléments un peu spectaculaires, parce que de Trappes sont issus dans la même génération Jamel Debbouze, Omar Sy et Nicolas Anelka. Donc, on peut faire des portraits, c'est assez amusant, c'est assez enlevé. Mais il y a aussi ce travail documentaire sur la mairie, l'école, la construction de la mosquée, qui sont vraiment extrêmement instructifs et toujours bien écrits. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi j'ai profité des moments dits de trêve des confiseurs pour reprendre quelques livres d'histoire. D'abord, j'ai lu une biographie qui était fondée sur un fonds d'archives familiales, qui est une biographie de Louise Lannes, la maréchale Lannes, duchesse de Montebello, qui fait partie de ces maréchals éternels. Vous savez, les maréchaux meurent et les vrais maréchaux, ce sont les femmes des maréchaux qui restent éternellement. Et qui est un livre dû à la plume de Régis de Crépy, et l'épopée napoléonienne côté femme. Et Louise Lannes est intéressante parce qu'elle représente ce lien qui est très compliqué à analyser et qui est fondamental dans notre histoire politique entre le bonapartisme, l'épopée impériale. Lannes était mort à Essing, c'était le général préféré, sans doute le plus proche en tout cas, après de Napoléon. Et il est devenu... et elle a animé, elle a été très profondément libérale, elle a contribué à la création du Globe, c'est comme le général Foy, c'est comme un ensemble de gens qui ont glissé du bonapartisme au libéralisme. Et pour moi en tout cas, il y a une incompatibilité profonde entre le jacobinisme militaire de Napoléon et le libéralisme à la Benjamin Constant, même si Benjamin Constant a écrit l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, mais on voit bien ces transitions, et donc c'est une personne de ce point de vue-là intéressante. Le deuxième livre que j'ai lu, que je voudrais signaler, ça mériterait, c'est le livre d'Alfred Fabrelus, Comme on acquit la guerre de 14, qui est la reprise des grands ouvrages que Fabrelus a écrit dès les années 20, de remise en cause de l'interprétation officielle de la Première Guerre mondiale. C'est soutenu par une préface extrêmement documentée de Georges-Henri Soutou. C'est remarquablement écrit, remarquablement intelligent. C'était une prise de position extrêmement courageuse de la part d'Alfred Fabrelus. Je ne suis pas entièrement d'accord avec lui. Je crois qu'il a raison de souligner l'importance des responsabilités russes dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je pense malgré tout et toujours, malgré toute la littérature qui entoure la Première Guerre mondiale aujourd'hui et qui remet en cause un peu l'interprétation à la Renouvin de celle-ci, que la responsabilité de l'état-major allemand et de la politique allemande est décisif quand ils envoient le télégramme, quand ils rédigent quasiment le télégramme d'ultimatum des Autrichiens. Je pense que les Allemands sont déterminés à faire la guerre, alors que les autres sont prêts à faire la guerre. J'ai une incertitude sur les Russes. Mais enfin, malgré tout, c'est une remise en cause de tous les bobards officiels, de toutes les déformations, et c'est magnifiquement écrit. Je crois que c'est un livre qui mérite d'être lu.
voulant humilier le maréchal Lannes, quoique étant lui-même rallié à l'Empire, le comte de Ségur, en public, lui avait dit « Monsieur le maréchal, voulez-vous nous rappeler qui sont vos ancêtres ?» Et son ancêtre était tonnelier. Et Lannes l'a regardé et lui a dit « Monsieur le comte, dans ma famille, l'ancêtre, c'est moi. » C'est très bon. Oui. Et ce que vous dites du livre d'Alphère Brolus permet de rendre hommage à un éditeur dont j'ai appris la mort il y a 24 heures, alors qu'il est mort il y a 3 semaines ou un mois, qui est Bernard de Fallois. C'est la maison d'édition qu'il a fondée, qui édite. Oui, je vois que Jean-Louis ne savait pas non plus que Bernard de Fallois est mort. Il est mort pendant les vacances de Noël, ce qui explique... Et je crois Paul Otchakowski-Laurence est mort le même jour ou le lendemain, ce qui fait que l'un a entraîné l'autre. Enfin, peu importe. Mais c'était un personnage tout à fait extraordinaire, qui avait eu une carrière d'éditeur magnifique, et avant une carrière de professeur, dont tous les élèves se souviennent, et notamment tous ces élèves se souviennent de la manière dont il savait transmettre son goût de la poésie. Et pas de la poésie, enfin, vraiment d'un goût très personnel pour la poésie. C'était un personnage étrange, plein de secrets, qui avait été mêlé à des tas de choses, et notamment à des entreprises, pas des entreprises, pas dans le sens financier, mais par exemple un groupe d'artistes de cirque qui s'appelait les Muchachos, dont il avait été l'agent et en même temps, le gourou d'une certaine manière. C'était un personnage. J'ai édité un livre chez lui à son initiative. D'ailleurs, il m'a trabusté. Je ne sais pas s'il a eu raison ou tort, mais en tout cas, travailler avec lui était extraordinaire. J'ai la première note de lecture que Bernard de Fallois m'a envoyée sur mon manuscrit. Il y avait 19 pages. 19 pages. C'était vraiment, la rencontre entre un auteur et un éditeur est une chose devenue de plus en plus rare, et Bernard de Fallois était un éditeur magnifique. Jean-Louis ? Oui, juste un mot. Je me rappelle ce qu'il écrivait sur Simenon, que je trouve absolument génial. On ne peut pas écrire plus simplement. Simenon, dit-on, écrit comme tout le monde, c'est vrai, mais personne n'écrit comme Simenon. Il n'a écrit lui-même que 2 livres, l'un sur Simenon, 2 livres très brefs, l'un sur Proust et l'autre sur Simenon, Proust dont il avait découvert un inédit d'ailleurs, l'un sur Proust et l'autre sur Simenon, et les 2 livres sont d'une perspicacité absolument remarquable. François Bujon de l'Étang. Eh bien, puisque nous remontons les chemins de l'histoire à travers les origines de la guerre de 14 et en direction de la bataille d'Essling, moi je m'arrête un peu à la fin du 19e siècle et au début du 20e pour vous recommander une biographie de Gabriele D'Annunzio, intitulée Gabriele D'Annunzio le Magnifique, publiée aux éditions Grasset par notre ami Maurizio Serra, qui fut l'ambassadeur d'Italie à l'UNESCO et à qui nous devons déjà un certain nombre de livres, et notamment 2 autres grandes biographies sur des hommes de plume italiens qui ont marqué le XXe siècle. Son livre sur D'Annunzio clôture une trilogie qu'il avait commencé avec une biographie sur Malaparte, continue avec une très intéressante biographie sur Italo Svevo, et qui se conclut maintenant par cette grosse mais très lisible biographie sur Gabriele D'Annunzio, personnage baroque, outré, invraisemblable, le dernier Don Juan et le dernier condottiere, a-t-on dit de lui, qui enjambe le 19e et le 20e siècle. On oublie qu'il avait déjà 50 ans au moment de l'affaire de Fiume, par exemple. Cet aviateur, poète, séducteur, s'est ensuite effacé pendant le fascisme, et sa germanophobie l'a rendu un peu fréquentable aux yeux de Mussolini. Il est mort en 1938, mais sa vie est un roman, et Maurizio Serra l'a décrit avec beaucoup de verve et de façon très intéressante. Marc-Olivier Padis. Je me rends compte que j'ai oublié de donner le titre du livre dont j'ai parlé. Donc, Raphaël Baquet, Ariane Chemin, La communauté, chez Albin Michel. Nos auditeurs trouveront de toute façon les références de toutes nos brèves sur le site lenouvelespritpublic.fr. Le Nouvel Esprit Public est donc produit par Julien Neuville pour Nouvelles Écoutes. L'enregistrement en est assuré par le studio L'Arrière-Boutique et Maxime Olivier, et la préparation par les élèves de l'école alsacienne qui préparent eux-mêmes Sciences Po. Et depuis peu, nous avons l'assistance d'un assistant, en l'occurrence Valentin Petit. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, à la même heure, ou à une heure différente, puisque c'est le charme du podcast, pour poursuivre notre conversation et continuer à cheminer en votre compagnie.